Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir sur ma chaîne, j'ai fait plusieurs petites vidéos pour donner des conseils à ceux qui aimeraient se lancer dans la création de contenu UGC. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller encore plus loin dans ce concept et vous proposer un guide complet pour devenir créateur UGC. Donc, pour résumer, on va tout simplement voir comment faire un maximum de pesos de A à Z en tant que créateur UGC. Je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties. J'essaierai de mettre les chapitres en bas de la vidéo, comme ça vous pourrez directement cliquer sur les choses qui vous intéressent le plus et passer celles qui ne vous intéressent pas. On va voir, très important, ce que c'est l'UGC, à quoi ça sert. On va voir comment créer son statut auto-entrepreneur, comment se créer une identité professionnelle, comment trouver des clients, prospecter les marques, comment créer et délivrer son contenu UGC, et enfin comment facturer ses clients. Normalement, avec tout ça, vous devrez vous en sortir plutôt très bien, d'accord ? Donc, allons-y, commençons. Qu'est-ce que l'UGC, User Generated Content? Littéralement, en français, le contenu généré par les utilisateurs. Pour vous faire court, ce sont les contenus sponsorisés par les marques ou par des comptes lambda que vous allez retrouver quand vous êtes dans vos stories Insta ou dans vos pour toi TikTok. Vite fait, un petit exemple. Pour toi. Pendant les soldes, il y a moins 40% sur une sélection de produits avec ce code. Je vais te montrer mes 3 produits coup de cœur. On va commencer par enlever toute cette façade avec le Secret biphasé. Toujours bien le mélanger car il contient 2 phases, une aqueuse et une huileuse. C'était super dur de trouver un démaquillant qui enlève tout le maquillage sans agresser ma peau, alors celui-là je le lâche plus. Voilà, maintenant que j'ai plus aucune trace de make-up, je vais venir bien nettoyer ma peau avec le savon au lait de chèvre, le Secret Teint Précieux. Celui-là c'est matin et soir que je l'utilise, il est dans toutes mes routines, on rince et hop, une vraie peau de bébé. Histoire d'avoir une peau bien hydratée avant d'aller dodo, j'applique ma crème sans huile. Elle va vraiment venir réduire l'excès de sébum sans laisser de film gras sur ta peau. C'est vraiment important pour moi de prendre soin de ma peau au quotidien. Alors toi aussi, prends soin de ta peau et en plus à prix réduit grâce à ce code promo qui va te permettre d'avoir moins 40% sur certains produits. Il y a aussi moins 50% sur une sélection de coffrets. Alors fonce dès maintenant sur Peanut Secret. Voilà, j'espère qu'avec ça, c'est plus clair pour vous. À quoi ça sert l'UGC? Principalement, un but marketing. Ça va permettre de mettre en avant soit des services, soit des produits d'une marque pour en faire la publicité tout simplement. Donc grosse différence avec l'influence. Là, c'est pas des influenceurs qui vont faire la promotion des produits ou des services de certaines marques. C'est vraiment des gens lambda, en fait, comme toi et moi, des consommateurs finalement. C'est ce qui permet aux marques, en fait, d'avoir des avis beaucoup plus naturels, beaucoup plus honnêtes sur les produits. Et finalement, les marques ont compris, avec un petit peu de retard, je trouve, comparé aux États-Unis, mais bon, ça c'est un autre sujet. Les marques ont compris en fait que les consommateurs ne se voyaient plus vraiment représentés par des influenceurs, mais tout simplement par des gens qui leur ressemblent, des consommateurs, des gens qui sont comme eux, qui consomment comme eux. Et donc finalement, quoi de mieux pour de la publicité que les consommateurs eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Après ça, c'est un avis personnel, mais pour moi, clairement, le contenu UGC, c'est l'avenir de la publicité générale, globale. Au début, c'était qu'aux États-Unis, puis c'est arrivé en Europe. Et ensuite, c'était que sur Insta, c'était que sur TikTok. Là, maintenant, ça se développe dans les vidéos YouTube. Au début de certaines vidéos, je sais pas si vous êtes tombé sur cette publicité UGC, mais moi, je vois en ce moment Pandati. Voilà, c'est Pandati sur YouTube. C'est clairement de l'UGC. La petite vidéo, là, où vous avez la petite dame toute mignonne, elle est blonde, je crois, avec son petit sachet de Pandati, ça c'est de l'UGC. Donc ça arrive plutôt bien sur YouTube. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est la télé forcément. Et comme c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher aux marques, parce que il n'y a pas d'équipe de prod, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas toute cette organisation en fait qu'il y a derrière une publicité que vous allez voir à la télé pour des marques de parfum ou des marques de fringues, que sais-je. Il n'y a pas tout ça derrière, il n'y a pas toute cette organisation, il n'y a pas tout ce coût. Ça revient beaucoup moins cher aux marques. Et en plus, elles ont beaucoup plus de retours, de retombées grâce à l'UGC qu'à des pubs, on va dire, un petit peu plus classiques. Donc en fait, pour eux, c'est tout gagné. Donc voilà, selon moi, c'est vraiment quelque chose qui va être amené à évoluer, peut-être différemment que c'est actuellement. Mais à mon avis, l'UGC, voilà, on n'est qu'au commencement. Donc raison de plus, en vrai, pour vous lancer maintenant, comme ça, après, vous êtes dedans, quoi. Et en vrai, si vous apportez l'UGC comme ça aux marques,
que vous allez démarcher, et bah tout de suite, ça va avoir un petit pouvoir de persuasion, de leur montrer finalement que l'UGC, bah, c'est peut-être l'avenir en fait finalement de la publicité. Donc faut s'y mettre maintenant si vous voulez pas être en retard et rater le train. Donc voilà, ça peut être un super argument aussi si vous avez un petit peu du mal à ce que les marques acceptent de travailler avec vous. Ensuite, comment créer son statut auto-entrepreneur? Si tu veux faire un max de pesos, va falloir être déclaré. Oui, c'est très important, c'est même obligatoire. Donc tu vas te déclarer auto-entrepreneur, entreprise individuelle. Je sais que ce sont des mots qui font peur, mais tout va bien se passer, promis. Te déclarer en tant qu'entreprise individuelle, en tant qu'auto-entrepreneur, ça va te permettre en fait de légalement facturer tes clients. Si tu n'es pas déclaré, tu ne peux pas écrire sur un bout de papier tel client me doit ça et envoyer la facture. Là, ne t'étonne pas si tu ne reçois jamais ton dû. Hein. Et de toute façon, les marques travaillent de moins en moins avec des personnes qui ne sont pas déclarées. Tout simplement pour éviter les emmerdes. Voilà. Petite anecdote, vite fait, j'ai bossé pour une marque et en fait, cette marque voulait absolument tous mes documents URSSAF qui prouvaient que j'étais une entreprise pour travailler avec moi. Et moi, je comprenais pas, j'étais là, mais bizarre, jamais de la vie, on m'a demandé des documents qui prouvaient avec mon numéro de tiré que j'étais bien déclarée, etc., etc. Pour moi, c'était logique en fait d'être déclarée et voilà, je vais pas te demander de l'argent si je suis pas déclarée. J'ai demandé à cette marque, mais comment ça se fait qu'il vous faut autant de documents? En fait, parce qu'il y a des gens qui font croire qu'ils sont auto-entrepreneurs, qui peuvent facturer, etc. pour pouvoir recevoir les produits gratuitement. Oui, vous m'entendez bien. Et ensuite, demander des paiements en carte cadeau Amazon, en PaySafeCard, etc. Sauf que les marques, chers amis, ne peuvent pas payer des cartes Amazon comme ça, payer des cartes prépayées à tout va sans une facture. Voilà, c'est... En fait, l'argent, il faut qu'il soit retracé, autant pour les marques que pour vous. Donc franchement, déclarez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous aurez beaucoup moins d'emmerdes et les marques autour de vous travailleront beaucoup plus facilement avec vous si vous êtes déclaré et si vous avez la possibilité de fournir des factures. Voilà, c'est la base de la base. Vraiment, j'insiste là-dessus. Pour ce qui est de la déclaration auto-entrepreneur, j'ai fait une vidéo comment te déclarer en 5 minutes avec l'aide de Shine. Shine, c'est une néobanque. Donc si t'as pas envie de gérer ça seul, si t'as peur de faire des bêtises, si tu n'aimes pas la paperasse, si tu n'aimes pas l'administration française, surtout ce dernier point personnellement, mais bref, ça c'est un autre sujet. Je te conseille de regarder cette vidéo et pourquoi pas de passer par Shine pour devenir auto-entrepreneur et donc créer ton statut. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je suis toujours chez Shine. C'est un concept que j'adore. Shine, franchement, gros cœur sur vous. Vous êtes les bestes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Shine. J'aimerais bien. D'ailleurs, si vous passez par là, Shine, salut. Voilà, donc si vous avez peur, si vous ne voulez pas vous déclarer tout seul, Shine, c'est une super solution. Par contre, si vous avez le temps devant vous et que quelques papiers ne vous font pas peur, se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est gratuit. Les démarches sont disponibles en ligne, c'est gratuit. Donc, clairement, tu n'as aucune excuse. Ensuite, comment créer une identité professionnelle? Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par identité professionnelle? Ça va tout simplement être l'image que tu vas donner aux marques pour qu'elles acceptent de travailler avec toi. Créateur de contenu, c'est devenu un métier, d'accord? Tu vas avoir des concurrents en fait. Il va pas y avoir que toi qui va démarcher les marques. Et à défaut d'avoir 7 ans d'expérience dans le domaine et un diplôme Bac+, 46, créateur de contenu, va falloir que tu montres aux marques que tu es quelqu'un de fiable et de professionnel et que y a personne de mieux que toi pour leur créer leur contenu. Et ça, tu vas pouvoir le montrer à travers divers documents. Donc moi, ce que je te conseille à tout prix de créer, c'est un portfolio. Donc un CV++, si tu veux. Si tu ne sais pas comment créer un portfolio, ce qu'il faut mettre dedans, etc., j'ai fait une petite vidéo qui dure pas très longtemps où on le fait tout simplement ensemble. Voilà, je crée mon portfolio en même temps que toi, comme ça tu peux un petit peu t'inspirer, copier, etc. Vraiment, le portfolio, c'est votre CV, c'est votre carte d'identité de créateur de contenu, c'est super important. Ensuite, il va aussi falloir que tu crées ta grille de tarifs. Et oui, on en vient à la question délicate de combien tu vas facturer ta vidéo UGC. Là, on parle pas d'une baguette de pain où les prix sont plus ou moins encadrés, voilà. Non, là, tu es libre de fixer tes prix. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, donc on va dire il y a 1 an et demi en arrière, je facturais mes vidéos UGC
40 € l'unité. Comment vous dire que ce n'est rien, d'accord? Ne facturez pas vos vidéos UGC 40 € par pitié, c'est beaucoup trop faible. Maintenant, les tranches de prix aujourd'hui des vidéos UGC se situent plutôt entre 50-60 € et 100-150 €. Tout dépend en fait de ce qui va vous être demandé. Donc dans votre grille de tarifs, vous pouvez très bien écrire une vidéo UGC entre 15 et 30 secondes, 50 €. Une vidéo UGC entre 30 et 1 minute, 100 €. Vous êtes libre de fixer vos prix, mais il va falloir qu'ils soient quand même un minimum logique. Vous pouvez pas fixer une vidéo UGC de 30 secondes à 30 € et fixer une vidéo UGC de 1 minute à 150 €. Vous voyez, les calculs sont pas bons. Si vous avez envie qu'on discute de vos prix, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer en DM Insta et on discutera des prix. Aujourd'hui, moi je facture entre 80 et 100 €. Voilà, vous avez un exemple de prix. Mais comme je vous ai dit, c'est des choses qui peuvent varier en fonction de la demande des clients, tout simplement. C'est très important que vous vous fassiez une grille de tarifs parce que quand vous allez démarcher les marques, elles vont vous demander vos tarifs. Alors au lieu à chaque fois de réciter blablabla, 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 vous faites un petit PDF avec tous vos tarifs répertoriés et vous envoyez ça. Vous devez penser à une base et après, ça peut se développer, ça peut changer, c'est pas quelque chose qui restera fixé comme ça à jamais, d'accord ? Ensuite, il va falloir que tu fasses des exemples de production. Si tu viens de te lancer, je sais pas, prends le premier produit qui te tombe sous la main et crée du contenu, comme si tu le faisais pour la marque. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que mes meilleurs UGC, en fait, je les ai répertoriés dans un lien Drive. Et j'envoie ce lien Drive à chaque fois que les marques me demandent un petit peu qu'est-ce que je produis, si j'ai des exemples de production, etc. Et ce lien Drive, je l'ai aussi mis dans mon portfolio. Comme ça, les marques l'ont directement à portée de main à chaque fois que je fais de la prospection. C'est super important, vraiment. Si tu n'as aucun exemple de contenu, comment tu veux qu'une marque travaille avec toi? C'est pas possible, tu vois. Ensuite, ce que je te conseille aussi d'avoir sous la main, ça c'est pas forcément obligatoire, mais c'est un conseil parce que on me l'a demandé plusieurs fois, c'est un contrat de cession des droits à l'image. Alors des fois, c'est les marques qui vont te le faire directement signer et qui l'auront, elles, sous la main. Mais je te conseille quand même d'en avoir un, toi. Et comme ça, si jamais les marques te demandent de signer un contrat des droits à l'image, mais qu'elles l'ont pas fait elles, et toi, tu l'auras sous la main. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est bien quand même d'en avoir un. Voilà, comme ça vous évitera de le faire en speed à chaque fois qu'une marque vous le demande. Au moins, vous avez déjà votre petit contrat avec des petits trous à remplir, juste les infos nécessaires à chaque fois que vous démarchez une autre marque. Et puis voilà, c'est top. Ensuite, question cruciale, comment trouver des clients? Alors là, tu vas avoir deux options. Soit tu te débrouilles tout seul et tu vas démarcher les clients, les marques toi-même, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux ou que sais-je. Soit tu vas contacter une agence qui va, elle, se charger en fait de partager ton profil à ses clients, aux marques qu'elle a déjà dans son agence. Et dans ce cas, c'est cette agence-là qui reviendra vers toi en te disant écoute, j'ai cette marque qui est intéressée par ton profil, est-ce que ça te dit de travailler pour elle? Et par contre, à ce moment-là, c'est pas toi qui vas fixer tes prix, c'est l'agence qui va te dire pour tant de euros, est-ce que tu acceptes de faire telle vidéo pour telle marque? Perso, ce que je fais le plus souvent, c'est que je préfère démarcher les marques moi-même. Comme ça, en plus, ça me permet de choisir avec qui j'ai envie de travailler. Après, de temps en temps, il y a des agences qui me contactent et si j'aime bien le projet, ça m'arrive d'accepter. Et si j'aime pas le projet, ça m'arrive aussi de pas accepter. Mais voilà, faut savoir que quand tu te seras fait une petite place dans le monde de l'UGC, il y a des agences qui vont venir toutes seules vers toi et il y a des marques aussi qui vont venir toutes seules vers toi. Moi, franchement, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Là, je démarche de moins en moins, je laisse les marques venir vers moi et ça se fait tout seul finalement. Donc, super important, le bouche à oreille. Quand tu vas commencer à travailler avec telle marque, peut-être que toi, tu le sais pas, mais cette marque, elle connaît une autre marque et elle connaît quelqu'un qui a une autre marque et elle va parler de toi si ton contenu lui a plu. Et donc finalement, en fait, toutes les marques que cette marque-là connaît, elles vont aussi venir vers toi si elles ont besoin de contenu. J'ai vraiment fait que du démarchage par mail et en fait, petit à petit, tu rencontres des gens et ces gens conseillent tes services en fait à d'autres gens et c'est un petit peu un effet boule de neige et tout va super vite. Voilà,
Après, bien sûr, quand tu vas commencer à démarcher les marques, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux, en DM Insta ou en DM TikTok, t'as 50% de chance qu'elles te répondent, tout comme t'as 50% de chance qu'elles ne te répondent pas, bien sûr. Donc ne te limite surtout pas à contacter que 2-3 marques par jour. Non, va plutôt taper dans une dizaine de marques par jour. Si tu peux envoyer une dizaine de mails, envoie une dizaine de mails par jour. Et c'est à ce moment-là que tu commenceras à avoir un petit peu des réponses. Et si tu mises tout sur 2 ou 3 marques, bah en fait, il y a beaucoup plus de chances qu'elles ne te répondent pas plutôt qu'elles le fassent. Franchement, ce que je te conseille, c'est que tu prends une journée, tu prends une après-midi et tu fais une liste de plein de marques, plein de mails et tu te mets à tous les contacter. Et tu te dis, bah aujourd'hui, je vais contacter ces 10 premiers-là. Après-demain, je contacterai ces 10-là. Après-demain, je contacterai encore ces 10-là. Voilà, tu te fais vraiment une super longue liste. Hein. Je te parle pas de marquer une trentaine de marques. Non, là, je te parle de faire une liste, d'accord. Cherche le maximum de mails professionnels de marques que tu peux trouver. Voilà, tu peux les trouver sur Instagram. Bien souvent, tu as envoyé un message et tu as envoyé un mail ou tu as appelé carrément. Tu peux les trouver sur LinkedIn, tu peux les trouver dans les mentions légales sur les sites des marques. C'est obligatoire normalement d'avoir une adresse mail dans les mentions légales d'un site. Voilà, donc tout ce que je peux te conseiller, c'est fais-toi un petit carnet avec plein de mails de marques et t'en contactes plein. Et après, je te promets que c'est elles qui viendront à toi et t'arrêteras de les chercher. Ensuite, prochain point, comment créer et délivrer du contenu. Alors, une fois que tu auras trouvé ton premier client, soit c'est la marque qui va t'envoyer un brief, un script à suivre, soit elle va te donner carte blanche et c'est à toi de trouver une idée de vidéo et de lui proposer ton idée pour validation avant de tourner ton idée, bien sûr. Toujours faire valider tes idées à une marque, sinon tu risques de tourner un contenu, une vidéo pour rien. Voilà, toujours faire valider. Chaque truc, tu fais valider. T'es pas sûr? Fais valider. Franchement, toujours faire valider. En général, une fois que ton idée est validée par la marque ou qu'elle t'a donné un script à suivre, toi, tu vas avoir quelques jours pour créer ton contenu. Bien souvent, les marques, elles laissent 5 jours, une semaine pour une création de contenu. Tu peux le négocier avec la marque, tu peux en parler avec elle, tu peux lui dire, bah écoutez, moi je suis désolée, mais cette semaine-là, je pourrais pas. Est-ce que ça vous va si je vous livre le contenu la semaine prochaine ? La marque, elle va pas te crier dessus. C'est super important d'établir une sorte de confiance en fait entre toi et la marque. Il faut que toi, tu aies confiance en la marque. Il faut que la marque puisse se reposer aussi sur toi et ait confiance en toi. Si tu dois promouvoir des produits, la marque va t'envoyer un colis avec les produits à promouvoir. Si tu dois promouvoir un service, tu vas sûrement devoir télécharger une application ou alors filmer le site web ou que sais-je. Aussi, mets-toi bien d'accord avec la marque sur la forme de ton rendu. Est-ce que tu dois livrer une vidéo montée de A à Z, donc montage, effets, voix off, sous-titrage, ou est-ce que tu dois juste lui délivrer les rushs de ta vidéo? Et dans ce cas, c'est la marque qui s'occupe du montage, des sous-titres, etc., etc. Et dans ce deuxième cas, ça te prendra moins de temps parce qu'en fait, toi, tu vas juste filmer tes vidéos brutes et tu vas directement envoyer tes séquences sans montage, sans cut, sans sous-titres, sans effets, sans rien à la marque et elle se débrouille après. Une fois que tu as rendu ton contenu, ça peut être par un lien Drive, ça peut être par des liens WeTransfer. Et ce qui peut arriver, c'est que la marque te demande quelques petites modifications. Donc voilà, plus ou moins importantes, hein, ça dépend. Une fois, on m'a quand même demandé de refaire 3 vidéos en entier parce que je me filmais en mode selfie. Et les plans n'étaient pas stables parce que je me filme en mode selfie. Moi, je bouge, tu vois. Et donc voilà, j'ai dû tout refaire parce que les plans n'étaient pas stables. En soi, c'est pas grave. On reste calme, on prend sur soi. C'est légitime, on recommence. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu laisses 1 ou 2 retours. Voilà. Tu leur permets de faire 1 ou 2 modifs sur les vidéos que tu as envoyées. Comme ça, c'est pas trop non plus pour toi parce que des fois, il y a des marques qui abusent, qui vont te redemander de refaire 5000 fois la vidéo, qui vont changer le script de la vidéo et te la faire refaire plein de fois. En fait, non.
Franchement, si ça fait 3 ou 4 fois que vous recommencez une vidéo pour une marque et que la marque change de script entre-temps, vous êtes juste en train de vous faire arnaquer. Voilà. La marque, elle va juste garder vos vidéos que vous avez fait au préalable. Elle vous dit de changer le script parce que voilà, elle veut une autre vidéo différente. Et elle va prendre toutes vos vidéos et finalement, elle vous en aura payé qu'une. Alors non, d'accord ? Soyez quand même vigilants, restez logique. Et si vous voyez que la marque, elle vous demande des modifications à foison, franchement, n'hésitez pas, encore une fois, à discuter calmement avec la marque en lui expliquant que c'est du travail en plus et que si vous voulez encore des modifications, elles seront facturées tant de euros. Voilà. Vous êtes totalement dans votre droit de facturer des modifications supplémentaires à hauteur de 30-40 euros par vidéo, bien sûr. Après, faut pas les facturer directement si par exemple vous avez fait une faute dans votre script, vous dites une phrase qui n'a aucun sens dans votre vidéo, vous n'allez pas facturer cette modification à la marque, d'accord ? Vous pouvez commencer à facturer si la marque vous demande vraiment beaucoup de fois de modifier votre rendu. Moi personnellement, je laisse 2 retours. Donc une fois j'envoie la vidéo, la marque me dit que ça va pas, je refais une fois. Je renvoie la vidéo, la marque me dit que ça va toujours pas, je refais 2 fois. J'envoie une 3e fois la vidéo. À ce moment-là, si la marque me dit que ça va toujours pas et me demande une 3e fois de refaire, à ce moment-là, je facture une modification supplémentaire. Après ça, c'est votre choix personnel, mais voilà, faut pas de l'abus des 2 côtés, ni de toi, ni de la marque. Dernier point, comment facturer ses clients. Donc t'as rendu ton travail, la marque est contente, bravo, terminé, t'as fini ton job. Mais il vient l'heure de la facturation. Alors la plupart du temps, les marques vont te payer à la réception de ton contenu terminé, donc une fois que tu as envoyé ta vidéo. Si tu as peur de te faire avoir et que tu te dis ouais cette marque je sais pas trop si elle est fiable, je sais pas trop si elle va me payer une fois que j'aurai envoyé la vidéo, tu peux dans ce cas faire un devis et l'envoyer à la marque, attendre qu'elle te renvoie ton devis signé et à ce moment-là tu vas pouvoir commencer à travailler et normalement si elle te signe ton devis, c'est qu'elle s'engage quand même à te payer la facture à la fin. Si tu travailles avec une marque sur le long terme, par exemple, moi j'avais un contrat de 1 an avec une marque et elle me payait à la fin de l'année. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé un acompte de 10% au début. Au moins, j'ai un acompte sur tout le travail que je vais faire tout au long de l'année. Et elle me payera le reste à la fin de l'année. Pour l'instant, personnellement, je n'ai jamais eu d'impayé. Voilà, les marques m'ont toujours payé correctement. Ça m'arrive quelquefois que les marques ont un retard, mais en général, tu relances et le paiement arrive quelques jours après, quoi. C'est vraiment une question d'oubli et c'est pas forcément voulu de leur part non plus. Après, bien sûr, c'est surtout à toi de choisir des marques fiables. Au début, je te conseille carrément de ne travailler qu'avec des marques françaises qui sont déclarées en France, donc qui ont un numéro de SIRET, un numéro de TVA français. Je dis pas ça parce que les marques étrangères ne sont pas fiables, je dis ça parce que, en fait, d'une marque française à une marque étrangère, les normes de facturation changent. Et pour le début, ne te prends pas la tête avec tout ça. Commence avec des marques françaises et après, on verra comment facturer les marques à Dubaï, d'accord ? Chaque chose en son temps, faut avancer tranquillement. Si tu prends tout d'un coup comme ça dans la tête, tu s'en sortiras pas. Pour ce qui est de la facture, attention, tu ne vas pas pouvoir faire une facture n'importe comment. Une facture, c'est réglementé. Tu ne vas pas pouvoir l'éditer sur Canva. Une facture, il faut que tu aies un suivi de la facture. Soit tu souscris à un abonnement d'outils de facturation en ligne. Voilà, ça coûte pas très cher et franchement, il y en a plein. Soit tu as une néobanque. Ça peut être Conto, ça peut être Shine par exemple pour ma part. Et dans ces néobanques, en fait, il va y avoir un outil de facturation et tu vas pouvoir générer tes factures directement sur ton application bancaire. Donc ça, je trouve ça vraiment trop pratique. Ça me prend 1 minute de créer une facture. Vraiment, ça me prend 1 minute. Tu rentres tes informations et en fait, il te la génère directement toute seule. Voilà. Et tu as le suivi bancaire en plus de ça, donc c'est fantastique. Sur ta facture, il doit y avoir des éléments obligatoires. Tes informations légales à toi, ton nom, le nom de ton entreprise, ton numéro de SIRET, ton adresse, etc. Les infos légales de la marque pour qui tu as travaillé, donc son nom d'entreprise, son adresse, son numéro de SIRET, un numéro unique qui doit apparaître sur ta facture. Ça, c'est pour le suivi. C'est aussi obligatoire d'avoir un numéro unique par facture. Tu peux pas faire 46 fois la facture numéro 3, d'accord ?
faut que tu aies un numéro et les numéros doivent se suivre de préférence. Il faut que tu aies aussi tes informations bancaires pour que la marque puisse t'envoyer son paiement quand même. Il faut que le service pour lequel la marque va te rémunérer soit clairement indiqué. Et il faut bien sûr qu'il y ait le montant total hors taxe et le montant total, toute taxe comprise, TTC. Personnellement, ce que je fais, la TVA n'est pas applicable. Donc mon montant TTC, c'est mon montant hors taxe, mais il faut quand même le noter 2 fois. Une fois en hors taxe et une fois en TTC. Ce que je te conseille de faire, et ça en général c'est directement généré sur les factures des banques en ligne, c'est écrit en tout petit en bas. Et aussi d'écrire un délai de paiement de la facture sur ta facture. Par exemple, écrire en bas que la marque a 30 jours ouvrables après réception de la facture pour t'envoyer ton paiement. Et que si jamais il y a un retard, une majoration de 10 € par jour peut être appliquée. Voilà. Ça, c'est pour te protéger toi si jamais tu as un souci. Avoir des soucis, c'est rare, mais ça existe. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Après, voilà, par rapport au délai de paiement, parfois c'est intéressant d'espacer au max ces paiements. Il y a certaines personnes qui préfèrent les paiements sous 30 jours, il y en a d'autres qui préfèrent sous 45 et il y en a d'autres qui ont beaucoup de paiements, qui préfèrent carrément sous 2 mois, donc 60 jours. Pourquoi ? En fait, tout simplement pour éviter de payer un maximum de cotisations sur un seul et unique mois. Par exemple, si tu as un mois, tu fais, je dis une bêtise, 10 000 € de chiffre d'affaires en janvier, et que en février, tu fais que 3 000 €, tes cotisations de janvier, tu vas ralasse. Voilà, tu vas payer un maximum, alors que tes cotisations de février, tu vas beaucoup moins payer. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, faut savoir jongler. Faut que toi, tu sois intelligent et logique et que tu te dises, bon voilà, là j'ai 100 millions de factures, là j'ai plein de paiements qui vont arriver en janvier. Par contre, j'en ai pas encore pour février. Donc pourquoi pas espacer le délai de paiement pour que ça arrive un petit peu plus en février et donc payer moins de cotisations en janvier et peut-être ajuster avec celle de février. Si ça vous intéresse, tout ce côté paiement des cotisations, tout ce qui est obligatoire et qu'on n'aime pas trop faire finalement, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo un petit peu plus spéciale autour de ça parce qu'il y a des choses à savoir. Bref. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que je vous aurai appris quand même quelque chose dans cette vidéo. Pour tout vous dire, j'avais un script quand même de 12 pages pour ce petit guide UGC et j'ai vachement divagué. Donc il y a moyen que j'ai oublié des petites choses. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si c'est un petit peu plus personnel comme d'habitude, mes DM Insta sont ouverts. Je réponds absolument à tout. Je vous laisse aussi cliquer sur le pouce en l'air et sur le bouton follow de cette chaîne. Voilà, c'est gratuit, puis moi ça me fait très très plaisir, donc allez-y. Je vous laisse 3 secondes pour propager la joie. Allez-y, propagez la joie. Voilà, super, merci. Sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!